Le terrorisme international a été utilisé au début par une organisation marxiste, le Front populaire de la libération de la Palestine de Georges Habash, qui a utilisé le terrorisme contrairement à la doctrine bolchevique, si vous voulez. C'est pratiquement comme aujourd'hui le Hamas. On peut tuer des enfants et des femmes parce qu'ils seront les futurs ou les anciens soldats israéliens. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Élie Carmon. Élie, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Nous vous avons sollicité à la suite d'un article que vous avez rédigé, on va dire, sur l'aspect historique du terrorisme comme moyen d'expression du mouvement palestinien quasiment depuis son origine. Et c'est vrai qu'on n'a pas on ne prend pas jamais le recul nécessaire pour se rappeler que, on va dire quelque part, et c'est ce que vous mentionnez dans votre article, dans votre analyse, que en fait les Palestiniens, ils sont les pères fondateurs ou les catalyseurs du terrorisme international, n'est-ce pas? Oui, et le trigger, le catalyseur pour cet article, ça a été la tentative du Hamas, pour la première fois d'ailleurs dans son activité terroriste, d'agir à l'extérieur et surtout en Europe, à Berlin, en Hollande et aussi au Danemark. Et avec si vous voulez, des aspects opérationnels très semblables à ce qui s'est passé dans les années 70, 70, 80. Par exemple, à Berlin, on parle des explosifs qui viennent du Liban ou qui ont été, disons, cachés par quelqu'un qui venait du Liban. Et au Danemark, par exemple, la coopération entre les gens du Hamas et un groupe d'extrême droite, Loyal Family, danois. Et c'est justement ce qui s'est passé en Europe à l'époque. C'est-à-dire comme les Palestiniens ont été actifs partout en Europe et même au-delà, en Amérique du Sud, en Asie. Et le Hamas commence à utiliser le terrorisme international à l'exemple de ses prédécesseurs, le Front populaire de la libération de la Palestine, ou le Fatah, ou comment ça s'appelait, le Septembre noir. Oui, alors justement, historiquement, euh, ça a été une décision, on va dire, réfléchie de la part de gens comme Ahmed Choukeri, qui était le fondateur de l'OLP, ou Yasser Arafat par la suite, d'utiliser l'arme du terrorisme comme moyen pour parvenir à la création d'un État palestinien? Oui, ce qui est intéressant, c'est que le terrorisme international a été utilisé au début par une organisation marxiste, le Front populaire de la libération de la Palestine de Georges Habash, qui se disait marxiste, léniniste, qui a utilisé le terrorisme contrairement à la doctrine bolchevique, si vous voulez. Il disait pratiquement comme aujourd'hui le Hamas, on peut tuer des enfants et des femmes ou des vieillards parce qu'ils seront les futurs ou les anciens soldats israéliens. Donc c'est la même, disons, doctrine pour expliquer pourquoi utiliser le terrorisme contre les Juifs et les Israéliens. Alors, il y a aussi un autre paradoxe qui est assez impressionnant, c'est que les Palestiniens étant d'une certaine manière les parrains du terrorisme dans sa forme internationale, eh bien, ils trouvent une oreille attentive de la part de gouvernements qui devraient être dans l'absolu opposés à toute forme de terrorisme, qui luttent contre le terrorisme. Il y a là un paradoxe qu'on a du mal à expliquer. Et justement, ils étaient non seulement les premiers, mais aussi les inventeurs de plusieurs modus operandi, plusieurs méthodes. Par exemple, la première prise d'avion, c'était Prise un avion d'otage. en 1968, pas des Palestiniens. La première fois qu'on a utilisé des explosifs liquides dans les avions, c'était aussi des Palestiniens. Ou par exemple, on a utilisé kidnapping, si vous voulez, de quatre avions dans le même sens que l'attaque de quatre avions contre les objectifs américains le 11 septembre. Et même le suicide, le premier tentative de suicide aérien a été fait par un Palestinien du Front populaire. Il n'a pas réussi parce que le pilote a été tué pendant les essais. Oui, d'ailleurs, je me rappelle que aux premières heures après les attentats du 11 septembre, on pensait que la piste était palestinienne. Oui, ils étaient partout et non seulement ils étaient
impliqués directement en attaquant des objectifs non seulement israéliens ou juifs, mais aussi, par exemple, des dépôts de munitions ou des sites de pétrole en Europe occidentale, des tentatives d'attaquer les Américains ou l'OTAN, et en coopération avec des organisations locales d'extrême gauche, quelquefois même d'extrême droite. Surtout avec par exemple, la coopération avec les groupes allemands. On se rappelle qu'il y a eu l'attaque, la tentative d'attaque contre la Nairobi avec des missiles, la prise d'otage de l'avion Air France à Entebbe. C'était un groupe mixte palestinien allemands. Ils ont été tous d'ailleurs tués pendant l'action militaire d'Israël. Et ils ont utilisé ce que j'avais appelé à l'époque des mercenaires idéologues. C'est-à-dire, c'était par exemple des Suisses, des Français, des Irlandais qui étaient convaincus pour disons, motivations idéologiques de coopérer individuellement d'ailleurs avec les Palestiniens. Quelques-uns, ils étaient même antisémites. C'était eu, par exemple, chez les Allemands, pas les Italiens, mais les Allemands. Et cela aussi a été une méthode, par exemple, pour mettre des appareils explosifs, un patéphone ou un radio sur des vols de l'AL, et aussi à s'attaquer à des synagogues, et même utiliser des enfants. Par exemple, dans les années 70, ils avaient envoyé plusieurs enfants de 14 ans, 15 ans, entraînés au Liban, dans les camps de Liban, et qui ne connaissaient rien du monde. Ils étaient portés par quelqu'un près d'une synagogue ou une école juive et jetés de grenades. Alors, on n'a pas, j'ai pas votre réponse par rapport à ce paradoxe, justement que malgré tout, en dépit du fait que que le mouvement palestinien était le porteur du terrorisme et à l'origine des actes terroristes de la seconde moitié du XXe siècle, eh bien, il y a une sorte de sympathie de la part de l'Occident pour la cause palestinienne. Comment vous expliquez ce paradoxe? Ce qui est intéressant, c'est selon mes recherches, à partir des années 60, il y avait deux sujets internationaux qui étaient très importants pour la lutte de l'extrême gauche ou même des communistes dans l'Occident. C'était la guerre du Vietnam et la guerre en Palestine après la guerre de 6 jours, parce que jusqu'à la guerre de 6 jours, Israël était considéré comme le David de la région et Oui. était sympathisé par beaucoup de gens de l'extrême gauche. Mais après cela, après la paix américaine avec le Vietnam, si vous voulez, sous la conduction des Chinois, du président Mao, qui était à l'époque l'initiateur de beaucoup de groupes d'extrême gauche maoïstes, le Vietnam est disparu. Et le seul sujet international qui intéressait pratiquement tout le camp d'extrême gauche, et comme je dis, quelquefois l'extrême droite, c'était le conflit israélo-palestinien. Et cela apportait des résultats très intéressants et aussi très dangereux. Cette coopération opérationnelle qui permettait aux Palestiniens quelquefois d'utiliser le fait que c'était des Européens qui étaient dans leur cellules et qui n'étaient pas considérés, par exemple, n'étaient pas identifiés comme terroristes par les autorités locales. Mhm. Mais de là, je crois que si vous voulez, de la euh, sympathie chez certains gouvernements, disons, de gauche et surtout de l'extrême gauche. Il y avait aussi la peur. C'est-à-dire le fait que tous les groupes palestiniens étaient soutenus par des pays arabes radicaux. À l'époque, c'était l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Algérie, qui donnaient pratiquement la possibilité non seulement à ces gens, à ces terroristes de s'entraîner dans des camps Oui. sur leur territoire, mais aussi au moment où ils étaient arrêtés, faisaient pression sur les gouvernements européens, surtout pour les libérer. Et il y avait cette peur, par exemple, que s'il y a un avion qui a été, je ne me rappelle plus comment ça dit, fait, hijacked,
Oui, enlevés, kidnappé, prise kidnappés. d'otage, prise Par d'otage. exemple, la fameuse terroriste Laila Khaled, Ouais. qui était arrêtée en vol par des gens de sécurité de l'ELAL qui voulaient kidnapper un avion. Elle a été arrêtée par les autorités britanniques. 3 semaines après, elle a été libérée. Le même s'est passé en Allemagne avec les terroristes qui avaient attaqué les sportifs israéliens à Munich en 1972. Parce que tous ces gouvernements avaient peur d'une revanche ou d'une attaque de ces pays, de ces terroristes, appuyés soit par la Libye, soit par la Syrie, soit par l'Irak. Alors, en quoi l'attaque du 7 octobre dernier place le Hamas dans une dimension, on va dire, plus internationale? Est-ce que de par cette attaque, son amplitude, le caractère atroce et meurtrier de l'attaque place le Hamas véritablement dans un palier particulier en termes de terrorisme international? Justement, ça a été une surprise parce que le Hamas n'était pas connu comme actif sur la scène internationale, sauf peut-être l'action contre Israël à partir du Liban et même à partir de la Turquie, par exemple. Saleh al-Arouri, le Oui, fameux Saleh al-Arouri qui a été tué à à Beyrouth. Beyrouth, il était à Istanbul et Ankara, et de là, il conduisait des actions terroristes en Cisjordanie, dans la Judée et la Samarie. Mais la tentative d'action à Berlin, en Hollande et en Danemark montre qu'ils étaient préparés déjà, le Hamas, pour une offensive internationale. Et à mon avis, le fait que le Hamas sera détruit militairement, le fait qu'il y a le besoin de revanche, si vous voulez, tant sur le plan, disons, de l'organisation, mais aussi sur le plan individuel, des gens du Hamas qui ont eu des familiers qui ont été tués, cela va provoquer, je crois, une vague de tentatives d'attentats ou d'attentats parce que, disons, le Gaza et même la Cisjordanie ne sont plus un terrain, une plateforme suffisante pour provoquer des actions d'envergure. Alors, une dernière question pour essayer de se projeter vers l'avenir. Lorsque on voit que finalement la doctrine du mouvement palestinien a été donc du début jusqu'à nos jours de manière différente, une sorte de réincarnation à chaque fois d'utiliser le terrorisme pour lutter contre Israël, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est possible d'envisager quelque part une sorte de paix entre Israéliens et Palestiniens. On le voit, c'est très. On a vu la haine des commandos terroristes du Hamas le 7 octobre, les atrocités qu'ils ont connues. Est-ce que finalement, est-ce que quand on a baigné comme cela dans le terrorisme et quand on voit ce qui se passe dans les tunnels de Gaza, hein, c'est toute cette organisation impressionnante, est-ce qu'on peut raisonnablement penser à une possibilité de règlement pacifique entre Israël et les Palestiniens? Mais justement, même s'il y a un début de négociation, pas vraiment, disons, une paix, mais un début de négociation, un changement aussi dans la politique israélienne pour trouver un représentant palestinien à Gaza qui peut unir le Gaza avec l'autorité palestinienne, parce qu'autrement, on ne peut pas arriver vraiment à une solution du conflit. Le Hamas, et ceux qui restent du Hamas, et il reste du Hamas, et même à l'étranger, on sait très bien qu'il y a Oui. ces leaders qui sont dans le Golfe ou en Turquie ou à Beyrouth. Euh, Eux, toujours, ils ont tenté à saboter le processus de paix. Qu'est-ce que s'est passé après Oslo? Toutes Oui. les actions de suicide par le Hamas et le djihad islamique, c'est pour saboter le processus de paix. La même chose pour l'attaque du 7 octobre, c'est la tentative de saboter l'autorité palestinienne, la stabilité de l'autorité palestinienne et le processus de normalisation entre Israël et les Saoudiens. On voit très bien que ça, c'était un des points les plus importants pour le timing
de cette action. 3 jours avant l'offensive de Hamas, l'ayatollah Khamenei a attaqué les gouvernements arabes, surtout le gouvernement saoudien, pour avoir Oui, commencé ce processus de normalisation. Et donc, la destruction opérationnelle, si vous voulez, de l'infrastructure à Gaza et en grande partie aussi en Judée et Samarie, le fait qu'il y a des motivations personnelles de revanche, de vengeance, et aussi la nécessité de rester valable sur le plan politique, je crois que cela poussera le Hamas pour développer ce que déjà ils ont commencé, c'est-à-dire une vague d'attentats à l'étranger, surtout en Europe qui est très proche aussi, qui aussi, disons, est très importante, et peut-être même avec, contre des pays arabes, parce qu'on se rappelle que les Palestiniens ont attaqué les pays arabes à l'époque. oui. L'Égypte pendant le processus de paix, la Jordanie, l'Arabie saoudite, et même l'Irak a utilisé les Palestiniens contre la Syrie et la Syrie contre les Irakiens. Donc, il y a tout cette Donc, donc, historique qui peut donc, influencer le Hamas. oui, donc l'avenir n'est pas particulièrement réjouissant, c'est-à-dire que même si on va selon la doctrine des Américains, à savoir deux États pour deux peuples, même si on essaye d'implanter dans la bande de Gaza une direction palestinienne même renouvelée avec des gens comme Dahlan ou d'autres, on va dire, palestiniens plus modérés, il y aura toujours derrière cela les extrémistes, les radicaux du Hamas qui viendront tenter de torpiller. Et justement, parce ils sont très affaiblis maintenant sur cette plateforme israélo-palestinienne, c'est-à-dire Gaza, Israël et la Cisjordanie, ils auront l'occasion d'utiliser le front mondial ou global, comme on le parle, et à partir de pays qui aujourd'hui les appuient, le Liban, l'Iran, la Syrie, peut-être l'Algérie, parce que l'Algérie, Ouais. on dit elle va de ses dirigeants. Et comme par le passé, ce genre d'appui state support, cela a aidé les Palestiniens à développer le terrorisme global. Eh bien, docteur Elie Carmon, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet aspect historique que l'on n'a pas à proprement parler à l'esprit lorsque l'on parle aujourd'hui du Hamas. Bien sûr, on parle d'un mouvement terroriste, mais on ne se rappelle pas que le mouvement palestinien a été forgé donc dans le terrorisme. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir rappelé cet aspect historique des choses particulièrement important. Bonne journée, Elie, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Ciego. Merci.